Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la revue chapitre 1133 qui se nomme J'aimerais que tu me félicites. C'est un chapitre centré sur la relation Saoro-Robin. Pour moi c'est un chapitre, je vais pas vous mentir, extrêmement compliqué à noter. Bon forcément c'est un chapitre qui est dans la moyenne, mais quelle note lui donner exactement? Franchement je ne sais pas, je suis assez confus. Donc on va directement entrer en plein dans l'analyse de la revue ce chapitre 1133 de One Piece. Alors le chapitre 1133 de One Piece a déjà pour page de couverture l'équipe de Yamato, c'est-à-dire Yamato, Otama et Umami qui ont été pris en embuscade par Oden. Alors Oden, franchement, il faut qu'on en parle. Toi encore avec Otama, mais lâche Otama. Ne monte pas notre tension Oden. Lâche Otama. Franchement, c'est le dernier avertissement. Et donc, à part ça, il n'y a pas véritablement grand chose à dire concernant cette page de couverture, à part le fait qu'on peut aussi noter que Umami s'est fait facilement vaincre par Boldebout, par Oldem. Et donc, on peut se douter que dans les chapitres suivants, dans les chapitres prochains, Yamato va facilement rétamer Oldem. Maintenant, on va entrer en plein dans l'analyse de ce chapitre 1133. Alors, le chapitre 1133, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est principalement centré sur la relation Saoro-Robin. Il débute donc par le flashback d'il y a 22 ans concernant la destruction de l'île d'Ohara par le Buster Call organisé par le gouvernement mondial. Et donc, on va s'arrêter là étant donné qu'on a un spanjing qui rend Robin complètement responsable de ce qui s'est passé à Ohara, étant donné qu'il va dire aux journalistes que c'est à cause de Robin que le navire censé mettre en sécurité les citoyens d'Ohara a été détruit et réduit en cendres. Et ce qui est complètement faux, et c'est là où j'en veux un peu à Akainu, étant donné que lorsque Akainu détruisait ce navire, bah, il en connaissait les conséquences. On a Aokiji qui, lorsque Akainu détruisait ce navire, bah, qui était complètement choqué. Et maintenant là, Akainu a certainement dû lire les journaux. Et quand il a vu ça, il ne s'est même pas foutu d'assumer la responsabilité de la destruction de ce navire. Franchement, c'est fou quand même de la part de Akainu et c'est extrêmement lâche. Et c'est là où on voit qu'il y en a certains qui détestent extrêmement les amiraux. Et là, ça peut être complètement justifiable sur ce coup-là parce que c'est clairement Akainu qui a détruit ce navire. Robin a absolument rien à voir avec ça. Et donc, on va un peu suivre les péripéties de Robin, étant donné que Robin était comme un paria. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 79 millions de berries, c'est la prime donnée sur la tête d'une gamine d'à peine 8 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. De toute façon, le flashback de Robin, c'est le flashback qui m'a le plus touché. Bien sûr, il y en a qui parlent du flashback de l'eau et tout. Bref, pour moi, le flashback de Robin, franchement, c'est le flashback qui m'a vraiment marqué parce que je sais pas si on s'en rend compte. Déjà, Robin est une fille, elle n'a jamais été acceptée. Puis, lorsqu'elle a même trouvé quelqu'un qui l'a accepté, en l'occurrence, Aguardi Soro, bah, elle a cru toute sa vie qu'il était mort parce que c'est fou quand même. Et elle était obligée de fuir, en fait, c'est-à-dire, il y avait constamment des gens à ses trousses parce que les gens voulaient se faire de l'argent sur sa tête parce qu'elle avait 8 ans, parce qu'elle en savait beaucoup sur le siècle oublié et tout, parce que c'était vraiment terrible pour Robin. Et on apprend même qu'elle a failli se suicider. Et il y a que deux choses qui maintenaient Robin en vie, qui ont réussi à maintenir Robin en vie. Ce sont les propos de sa mère et le rire assez atypique de Aguardi Saro. C'est pourquoi ce chapitre se nomme J'aimerais que tu me félicites d'avoir survécu jusqu'à présent, parce que franchement c'est très impressionnant que Robin ait pu survivre jusqu'à présent à tous ces événements là, parce que je pense que nombreux d'entre nous franchement on aurait abandonné depuis, on serait mort depuis si on était dans la même situation que Robin. La meuf mangeait dans les poubelles les gars. Je sais pas si vous percutez un peu, c'était extrêmement compliqué. Et le symbole de l'immense chagrin ressenti par Nico Robin est le fait que lorsqu'elle tombait à chaque fois sur les cartes du monde, bah elle voyait que le gouvernement mondial avait complètement effacé des cartes l'île d'Ohara. Et on voit donc une Robin qui représente l'île d'Ohara sur ces cartes-là et se fait arrêter. Pourquoi est-ce que c'est intense? Pourquoi est-ce que c'est impressionnant? Pourquoi est-ce que ça représente tout le chagrin qu'a pu ressentir Nico Robin? Eh bien, c'est à cause du fait que à Ohara, Robin n'était pas bien traitée, elle était maltraitée, elle était presque seule. Il y avait que les archéologues qui étaient là pour lui tenir compagnie, étant donné que sa mère l'avait entre guillemets abandonnée. Et que, voilà, sa tante ne la traitait pas du tout bien. C'était un peu comme une Cendrillon et tout. Elle n'était pas du tout bien traitée. Mais le fait qu'aujourd'hui, même ce mauvais traitement-là, même ce rejet qu'elle ressentait de la part des habitants de son île d'Ohara, il n'est plus là aujourd'hui. Bah, ça prouve que elle se sent vraiment seule au monde, malgré le fait que elle ne se sentait pas en sécurité là-bas, malgré le fait que, voilà,
elle était un peu maltraitée dans son île natale. Le fait que cette île-là ait été complètement détruite, bah, c'est le symbole de tout son chagrin ressenti, parce qu'aujourd'hui, elle préférerait encore 1000 fois avoir les habitants d'Ohara qui la maltraitent plutôt que de vivre aussi seule. Et c'est là où je dis, c'est fort. Vraiment, Robin a été vraiment forte. Et franchement, elle mérite des félicitations, comme le titre de ce chapitre. Et c'est là où le chapitre est puissant. C'est là où il y a la réelle profondeur de ce chapitre-là. Parce qu'on peut voir que Nico Robin, bah, elle en a vraiment, mais vraiment bavé. Et ça, franchement, c'est à féliciter. Petit retour dans le présent sur l'île d'Elbaf. Eh bien, on a tous les Mugiwara qui se retrouvent enfin. Tu as une amie qui remarque que Robin a une nouvelle coupe de cheveux. Et tu as une Robin qui remarque aussi que les Mugiwara qui sont arrivés en premier sur l'île de Elbaf sont habillés comme les guerriers d'Elbaf. Du coup, il y a un énorme banquet préparé en l'honneur des Mugiwara. Tout le monde s'apprête à manger. On voit un Rod là crucifié sur une croix par certainement le nouvel équipage des géants. Ajwoudin qui rencontre Luffy et Usopp, c'est-à-dire voilà, Usoland et tout, et il lui présente, enfin, oui, il lui présente, on va dire comme ça, le nouvel équipage des géants qui est constitué de 5 membres quand même, parce que moi, j'avais encore des doutes. Malgré les chapitres précédents, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de membres que ça, mais là, on constate qu'ils ne sont que 5. Ah, je ne sais pas si c'est un détail qui pourra peser dans l'avenir, je ne sais vraiment pas, mais c'est quand même à noter. Bon, il va dire à Luffy qu'il va les présenter plus tard, et il va dire à Luffy que bon, c'est subordonné, c'est aussi sous la direction de Luffy. Luffy va dire qu'il lui a dit qu'il n'a pas besoin d'essayer tout, on connaît Luffy. Bah, Luffy, ce n'est que les Nakama du Sonic qu'il considère réellement et tout. Le reste là, c'est pas pour lui en fait. Donc, Ajwoudin va lui dire qu'il faut un peu ça contre l'avis de Luffy, que ça leur plaît juste de le faire. Bon, on comprend Ajwoudin et tout. Bon, tout ça va un peu se mettre en place. Ils sont en train de vouloir préparer un banquet. Du coup, Robin va poser la problématique d'Aguardi Zoro. Elle va dire qu'elle va vouloir aller rencontrer Aguardi Zoro. Et les Mugiwara vont décider d'accompagner Robin à la rencontre d'Aguardi Zoro. Du coup, Ged va les conduire à la rencontre d'Aguardi Zoro. Et en arrivant sur la plage, bon, déjà, la formation de cette plage, elle est assez mystérieuse quand même. Parce qu'on apprend que, ouais, je sais plus quoi qui s'est désintégré, ça a donné du sable, étant donné qu'il y a des cascades et tout, on a l'impression de voir une mer et tout. Ça nous montre encore à quel point l'île d'Elbaf est juste gigantesque, et on apprend même de la bouche de Lys, l'un des Vegapunk, ce n'est le Vegapunk restant encore, que voilà, l'île d'Elbaf est propice à la technologie de haute qualité, et ça franchement c'est assez impressionnant. Du coup, à l'arrivée sur cette plage, ils se font cueillir par l'un des on va dire étudiants de Aguardi Zoro, qui va leur dire que Aguardi Zoro est tombé sur la plage là et qui ne bouge plus. Tout le monde va un peu se mettre en panique, et Robin, elle va comprendre ce qui se passe étant donné qu'elle a compris que Aguardi Zoro voulait juste lui faire une farce, et du coup voilà, il y aura cette rencontre très émotionnelle entre Aguardi Zoro et Nico Robin, et il y en a qui, je pense, vont beaucoup en vouloir à Zoro et Jinbei de ne pas être aussi émotionnels que les autres Mugiwara face à cette rencontre entre Aguardi Zoro et Nico Robin. Bon les gars, moi je vais pas vous mentir, si on se réfère à ce qu'on sait, parce que normalement les Mugiwara ne sont pas censés connaître l'histoire de Robin, étant donné que quand on était sur, je crois, Enies Lobby, le flashback de Nico Robin c'était dans sa tête. Eux ils ne savent pas, ils n'ont pas les détails de ce flashback. Normalement les Mugiwara, tout ce qu'ils doivent savoir, c'est que lors de la destruction de l'île d'Ohara, l'île natale de Robin, c'est l'ex-vice-amiral Aguardi Zoro qui a sauvé Robin et qui est aujourd'hui normalement censé être mort. Et donc, on a une Robin qui rencontre presque son seul père, Aguardi Zoro. Et c'est cette rencontre émotionnelle entre Aguardi Zoro et Robin qui doit faire pleurer les autres. Normalement, ils ne sont pas censés connaître plus que ça. Ils ne sont pas censés avoir les détails de ce qui s'est passé réellement à Ohara. Maintenant, c'est nous en tant que lecteurs qui savons ce qui s'est passé, étant donné que dans ce chapitre, on a appris que Robin a voulu se suicider à un moment donné, qu'elle était pourchassée et tout, que sa vie était vraiment, mais vraiment très compliquée. Nous, on le sait, mais pas forcément les Mugiwara. Donc, je peux comprendre Zoro et Jinbei. On apprend un peu comment Aguardi Zoro a fait pour survivre au Buster Call d'Ohara, étant donné que lorsque Aokiji l'avait gelé, bah, selon Aguardi Zoro, ce sont les flammes provoquées par la destruction de l'île d'Ohara qui auraient dégelé Aguardi Zoro. Et lorsque Aguardi Zoro se serait réveillé, il était déjà presque en train de se noyer. Du coup, c'est comme ça qu'il a été sauvé, et quand il a repris connaissance, c'est-à-dire quand il s'est reconnecté au monde, il a appris qu'il y avait énormément de calomnies sur le personnage de Nico Robin, et là franchement c'est fou quand même, de la calomnie, du mensonge, de la désinformation, du tout. Il y avait du tout sur une gamine de 8 ans les gars.
de 8 ans. C'est pour ça que je dis, Nico Robin, c'est juste une goat. Et maintenant, que dit Agwardi Soro? A goat dit Saro. Parce que de base, le personnage d'Agwardi Soro, c'est pas Aokiji, c'est pas Kizaru, c'est pas Kaino, c'est pas Kaido, c'est pas Roger, c'est pas, mais il est tellement grotesque, ce personnage. Pourquoi il est tellement, déjà son rire, il est emblématique. Derechichichi, qu'est-ce que ça veut déjà dire? C'est parce que le personnage d'Agwardi Soro, il vient déjà de la même promotion que Aokiji, Akaino, Kizaru. C'est-à-dire, il était vice-amiral pendant la promotion de ces 3 amiraux mythiques et légendaires. Sauf qu'il n'a jamais eu la même puissance que ces 3 amiraux. Mais il était tellement important pour le développement du personnage de Robin que ça rend le personnage juste grotesque, très très respectable. Franchement, je pense que nous tous, nous kiffons le personnage d'Agwardi Soro parce que contrairement à Kaino qui n'assume pas que c'est lui qui a détruit le bateau censé transporter les civils d'Ohara, là, t'as Agwardi Soro qui lui, il assume complètement d'avoir quitté la marine pour protéger Robin et tout. C'est juste, c'est fou quand même. C'est fou à quel point le personnage d'Agwardi Soro est grotesque. Maintenant, on va revenir sur un autre point, étant donné que dans ce chapitre, Ged va souligner le fait qu'elle est contente que Luffy ait pu venir à bout de Big Mom. Donc, étant donné que on sait que Big Mom a déjà des contentieux avec Elbaf, et donc Ged va nous dire que voilà, Big Mom était en paix avec à un moment donné, mais au vu des crimes qu'elle a commis sur Elbaf, tout le peuple d'Elbaf a fini par détester Big Mom. Bon, déjà, Ged, je sais pas pourquoi ils n'ont pas noté le fait que c'est Kid et Law qui ont vaincu Big Mom. C'est pourquoi, peut-être que c'est ça qui justifie justement le fait que Luffy, Kid et Law ont la même prime. Parce que pour tout le monde, tout le monde se dit un peu que c'est Luffy, Kid et Law qui ont eu le même impact de la chute des empereurs de Onigashima. Parce qu'on a quand même une idée de Elbaf qui pense que c'est Luffy qui a réussi à vaincre quand même Big Mom, ce qui justifierait sa prime de 3 milliards de berries. Donc, où est-ce que je vais en venir? Et bien là, je vais en venir, c'est que Kid, il est fort probable qu'il ait été délivré de l'île d'Elbaf, étant donné que, voilà, dans les journaux, on sait forcément qu'il a participé à la chute de Big Mom. Et donc, Elbaf, aujourd'hui, doit acclamer Kid. Et ils doivent être très contents de Kid. C'est là où je voulais en venir concernant Gerd et le fait qu'elle nous parle de Big Mom dans ce chapitre. Et autre chose aussi intéressante à noter, eh bien, les Mugiwara ne sont pas forcément au courant de ce qui a été dit sur Egghead Island par le Dr Vegapunk, étant donné que Agwardi Soro va demander à Robin, as-tu entendu ce que le Dr Vegapunk a dit sur Egghead? Robin va dire que ils étaient en combat, ils étaient en plein mouvement, ils n'ont pas forcément tout entendu et bien entendu. Et là, c'est un détail vraiment important, ça prouve qu'ils n'en savent absolument rien. Et donc, ils vont presque tout découvrir sur l'île de Loftel. Et ça, c'est un détail assez intéressant à noter quand même. Sinon que, voilà, on a aussi le fait que Agwardi Soro dise que, voilà, les scientifiques d'Ohara ont gagné, étant donné que c'est Vegapunk qui, grâce à son discours, a fait gagner les scientifiques d'Ohara et tout. Bref, c'était vraiment très intense ce que Agwardi Soro a dit dans ce chapitre. Et le chapitre se termine par une Robin qui dira à Agwardi Soro: j'aimerais que tu me félicites d'avoir survécu aussi longtemps. Franchement, c'était vraiment fou. Et Agwardi Soro l'a justement félicité. Maintenant, j'aimerais ajouter une dernière petite chose avant de clôturer la vidéo, étant donné que Agwardi Soro a beaucoup de cicatrices de brûlures sur lui. Bon, étant donné que on sait de la bouche de, je crois, c'est Lafitte, je pense, qui disait que le personnage à cicatrices de brûlures possède le dernier poneglyphe. Et lorsque ça avait été mentionné à la fin de Wano, avant que l'équipage de Kid, l'équipage du Rats et l'équipage des Mugiwara ne quitte l'île de Wano Kuni, tu avais déjà le personnage à cicatrice de brûlure qui avait été mentionné, et tu avais Robin et Law qui avait déjà réagi à ça lorsque Kid avait mentionné le personnage à cicatrice de brûlure qui posséderait certainement le dernier poneglyphe. Et au chapitre 1077, je pense, tu avais déjà Kid qui se rendait sur Elbaf, et au 1079, il était vaincu par Shanks. Donc peut-être que le personnage qui possède le dernier poneglyphe, c'est justement Agwardi Soro. Sauf qu'il y a un détail, Agwardi Soro ne semble pas avoir de bateau. Et encore moins, il ne semble pas être le style de personnage qui, à chaque fois qu'on se rapprocherait de son navire, il y a un tourbillon qui engloutirait les autres navires. Ce sont des détails importants à noter. Bon, potentiellement, c'est Agwardi Soro, le personnage cicatrice de brûlure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, au même titre que Jewelry Bonnie, on revoit d'autres supernovas sur ce type de Elbaf tels que Kid, Rouge ou même encore Trafalgar du Waterloo. Les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like, c'est si plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, les gars. Peace les bros. After.